J'invite les dernières personnes qui souhaiteraient assister à la table ronde à nous rejoindre ici en salle, et puis ensuite nous pourrons démarrer pour la salle et pour les gens en ligne. Allez, je vois un petit mouvement de gens qui nous rejoignent, donc on va les attendre. Voilà, parfait. 16 heures à ma montre. Je crois que le moment est venu de commencer cette première table ronde intitulée Apport du projet Spirou pour la sécurisation des pratiques de réemploi. J'ai la chance d'avoir à mes côtés 4 experts du sujet. Je vais vous les présenter en commençant à ma droite par Nicolas Loyac. Bonjour. Je vous laisse prendre un petit micro si vous voulez bien. Nicolas, vous êtes président fondateur d'Orac, qui est une entreprise qui gravite notamment dans l'univers de la moquette. Comment on l'a présenté en une phrase? Alors, Orac, c'est une entreprise spécialisée donc, dans la maintenance de moquettes et le réemploi depuis 2020 maintenant. Parfait, une phrase, impeccable. À vos côtés, Marie-Angèle Sanchez, bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que votre micro marche? Il y a un petit délai, je crois, une fois qu'il est enclenché. Allez-y. Non, pas... Si, ça y est. Vous êtes ingénieur suivi d'innovation au sein de l'AQC. Bon, tout le monde, ou presque, connaît l'AQC ici, mais quand même pour les grands néophytes comme moi, est-ce qu'on peut représenter cette structure en une phrase? Oui, c'est une association reconnue d'intérêt général dont l'objectif est la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité de la construction. Parfait. À votre droite, Jérôme Dassigny, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes directeur des affaires publiques de Valobat et vous interviendrez également au nom d'OCAB. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les deux structures? Exactement. L'OCAB, c'est l'éco-organisme coordonnateur agréé pour le bâtiment. Il y a plusieurs éco-organismes qui sont agréés pour gérer cette responsabilité élargie du producteur, ce qui nous oblige à avoir une instance de coordination. Et Valobat, c'est un des éco-organismes qui est agréé sur les catégories 1 et 2 de la filière. Parfait. Et puis enfin, pour terminer cette table ronde, Walid Sayem, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service énergie et environnement au sein de GCC. Pareil, même exercice, vous l'avez deviné. GCC en une phrase. Oui, c'est une entreprise, donc c'est un groupe qui relie 3 pôles, construction, énergie et promotion immobilière. Et nous, on est le bureau d'études interne pour ce groupe. Parfait. Eh bien, commençons, rentrons déjà dans le vif du sujet. On va peut-être traiter le sujet en 3 temps. D'abord parler des pratiques de réemploi et surtout de l'implication du regard de chacun de nos invités sur Spirou. Ensuite, essayer de se demander comment concrètement le projet Spirou qu'on a présenté juste avant peut contribuer à sécuriser ces pratiques de réemploi. Et puis, en fin de table ronde, nous sortirons la boule de cristal pour essayer d'imaginer l'avenir de ces pratiques de réemploi. Mais commençons déjà par 2024, presque 2025. Avec vous, Nicolas, voilà, peut-être juste un petit tour d'horizon sur comment, au sein d'Orac, vous vous appropriez cette logique de réemploi. Et puis, quel est votre regard et votre implication sur ce projet Spirou? Alors nous, on a participé au niveau de la dalle de moquette, parce qu'Orac, comme je vous le disais, c'était une entreprise spécialisée dans la maintenance et le réemploi de moquettes. On a voulu participer à ce projet pour donner les bonnes pratiques en fait, de réemploi, parce que quand on voit le réemploi, on a l'impression que c'est assez simple de l'extérieur. On prend un produit, on le dépose, on le stocke et puis on le revend derrière. Or, comme on a pu voir dans les exemples précédents, il y a quand même toute une traçabilité à avoir, des process à mettre en place, des fiches techniques à reproduire, des FDES. Et alors, il y a eu pas mal de questions sur les FDES. Nous, on en a fait une au sein d'Orac. Et donc, ça a été important de mettre vraiment quelque chose de clair et de carré et de montrer que ce n'est pas de l'improvisation, le réemploi. Il y a vraiment des vraies techniques derrière. Il y a un vrai savoir-faire qui est en train de se mettre en place. Et derrière, le but quand même, c'est pas de stocker sur des étagères, c'est de revendre les produits et de les remettre en œuvre, parce que ça, c'est du vrai réemploi derrière, quoi. C'est tellement concret que vous avez réalisé des tests avec le CSTB. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Oui, nous, on a été confrontés très rapidement quand on s'est lancé dans le réemploi par des bruits de marché qui disaient oui, mais le produit de réemploi n'a pas les mêmes performances techniques que le produit neuf. Et donc, on a voulu le vérifier concrètement. C'est-à-dire qu'on s'est lancé dans toute une batterie de tests qui nous ont permis de démontrer
que le produit de réemploi avait les mêmes caractéristiques techniques qu'un produit neuf, avait les mêmes performances. Même parfois, on a été surpris, il était même plus performant, notamment sur les questions de feu. On a eu des meilleurs tests que les produits neufs. Et donc ça démontre que les produits, voilà, une fois qu'ils sont mis en œuvre, qu'ils sont traités, on vérifie tout ça parce que c'est pas de l'amateurisme, c'est pas, on revend pas une dalle grise, on revend une dalle avec une performance technique, une performance acoustique, et il faut que ça réponde aux exigences des bureaux de contrôle et tous les gens qui sont dans la filière du bâtiment, quoi. Parfait, très clair. Marie-Angèle, en préparant cette conférence, vous m'avez dit que la première fois que vous avez vu vous a sollicité pour le réemploi, c'était en 2017. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et 2024? Et puis, quelle a été votre implication ou votre regard sur ce projet Spirou? Très bien. En effet, l'agence qualité construction avait été invitée en 2017 à participer à un petit colloque par Bellastock et quelques-uns de ses partenaires. Et très vite, on a fait le constat qu'il n'y avait pas tous les acteurs de l'acte de construire autour de la table, qu'il manquait les entreprises, qu'il manquait des assureurs, qu'il manquait des contrôleurs techniques, etc. Et donc, dans son rôle de lieu neutre de discussion, on a organisé un groupe de travail au sein de la CDP, la Commission Prévention Produits Mise en œuvre, de manière à pouvoir présenter différentes initiatives de réemploi et que les différents acteurs puissent discuter ensemble sur ce que c'était le réemploi et aider à la structuration de ce nouveau paradigme. Très bien. Et sur Spirou? Sur Spirou, concrètement, nous avons participé au comité de suivi depuis le début et on a aussi fait quelques relectures en tant qu'observateur. Parfait. Jérôme, là encore, en préparant cette conférence, m'avait dit le réemploi, c'est le sujet dont tout le monde parle. Alors, j'imagine qu'on en parle au sein de l'OCAB et au sein de Valobat, mais voilà, pourquoi vous ressentez cette appétence pour ce sujet et puis comment vos deux casquettes sont impliquées dans Spirou? Il y a deux façons d'aborder les choses. Il y a, comme l'a dit Jérémy Almosny dans son introduction, dans le cahier des charges de la responsabilité élargie du producteur bâtiment, il y a des objectifs. Donc si on n'avait pas envie de le faire, on serait obligé de le faire. Sauf que je pense que justement, chacun d'entre nous, chacun des éco-organismes a mis au cœur de sa stratégie, et c'est le cas pour Valobat, le sujet du réemploi. On avance bien sur deux jambes, la jambe de la valorisation et du recyclage et la jambe du réemploi. Et donc, l'éco-organisme coordonnateur se saisit de sujets d'intérêt commun, en fait, parler un même langage, ne pas soutenir deux fois les mêmes tonnes, avoir les mêmes méthodes de comptabilisation. Et puis il y a un sujet des objectifs, parce que Jérémy Almosny, il est passé vite, il a dit moins d'1%. Alors est-ce que c'est 0,1 ou c'est 0,8? C'est pas tout à fait la même chose. Il y a des objectifs très globaux qui sont, il l'a dit, de 2% à la fin de l'année, de 4% à la fin de l'agrément. Qu'est-ce que ça veut dire? Et justement, dans le cahier des charges, l'éco-organisme coordonnateur a la possibilité de lancer une étude pour rechallenger ces objectifs. Étude qu'on a confiée d'ailleurs au CSTB et à Bellastock, qui doivent nous conduire à requalifier les objectifs pour en faire des objectifs mobilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, ce 2 et 4%, appliqués aux inertes, appliqués aux non-inertes, appliqués à certaines familles, aux moquettes ou pas, est-ce que ça mobilise ou pas les acteurs? Et c'est la question qu'on est en train de se poser pour redéfinir des objectifs. Donc c'est pour l'OCAB, et Valobat était partenaire aussi, je crois que vous êtes impliqué sur un spin-off dans Spirou. Exactement, voilà. Et donc, vous avez vu, alors je continue avec ma casquette OCAB, vous avez vu que les 4 éco-organismes... C'est pas facile, hein, il faut changer. Vous allez voir, c'est un exercice. J'espère que je suis assez clair, pour l'instant, que ce soit transparent. Très clair. Vous avez vu les logos dans le comité de suivi, donc chacun d'entre nous avons contribué. Et je l'ai dit, nous sommes confrères, nous sommes concurrents sur le réemploi et nous avons produit chacun des plans d'action. Et dans le cadre de son plan d'action, Valobat, cette fois-ci, a contribué à 2 fiches complémentaires à Spirou, aux 10 fiches qu'on a vues avec la Chambre syndicale française de l'étanchéité. Voilà. Très bien. Donc, qui sont disponibles? Qui doivent être disponibles, en tout cas pour l'une d'entre elles. Je sais qu'il ne faut pas trop annoncer des liens cet après-midi. Non, il ne faut pas annoncer des liens. Non, la première est disponible sur les dalles
d'isolation toiture, D'accord. et celle sur le bardage métallique, ou les isolants, pardon, est en cours. Parfait. Je passe la parole à Walid pour boucler ce tour de table. Alors, je sais que chez GCC, vous avez mis en place une démarche interne autour du remplat. Donc, est-ce qu'on peut en toucher quelques mots? Et puis, peut-être nous parler du regard d'un constructeur sur le projet qui a été présenté tout cet après-midi. Oui, en fait, nous, on consomme pour le coup du remplat. On en a besoin pour des objectifs qui sont soit poussés par la maîtrise d'ouvrage, soit pour baisser le bilan carbone de nos projets. C'est un vrai levier identifié. Aujourd'hui, nous, on s'est trouvé un peu confronté à un manque de disponibilité dans le passé. On a créé, en interne, on a créé une démarche qui s'appelle Réutile. Réutile, en fait, on a voulu, avec deux objectifs, on a voulu massifier le réemploi, les propositions de remploi. Et le deuxième objectif, c'est faire du remploi prêt à l'emploi. Parce que pour que le remploi se fasse de façon simple et peu coûteuse, il faut qu'il soit mis en œuvre comme du neuf. Bon, mis en œuvre comme du neuf, mais ça, c'est un peu utopique, mais c'est possible. Donc, Réutile, c'est une plateforme de matériaux de remploi, d'échange, qu'on a ouvert à nos concurrents qui sont venus nos collègues. Donc, il y a dedans les concurrents d'abord. Ça va être le gendre de Mathieu Hébard, OBM, TPE, Rabouitiol, Léon Gross. Là, pour le coup, ils mettent leurs annonces sur cette plateforme. Et aussi des partenaires professionnels, Articonex, Cycle Up. Donc l'idée, c'est de massifier. Puis faire du remploi prêt à l'emploi, c'est un accompagnement. Et là, ça fait sens, ce qu'on voit avec Spirou, c'est-à-dire que bien cadrer la partie technique et la partie organisationnelle, logistique, ça permet de cadrer un risque sanitaire, environnemental et surtout économique. Alors justement, ça nous amène peut-être sur la deuxième partie, sur comment Spirou peut contribuer à sécuriser les pratiques de remploi. Vous avez le micro, donc je vais vous laisser la parole, Walid. Vous parliez de concret. Alors concrètement, comment tous les outils qui ont été présentés tout à l'heure, à votre échelle, peuvent faciliter les choses pour rendre le remploi aussi simple ou presque que le neuf? Oui. Qu'on comprenne bien dans votre quotidien, qu'est-ce que ça peut changer? Savoir comment, alors réemploi prêt à l'emploi, ça veut dire chez nous, c'est notre punchline, ça veut dire comment pouvoir... pour un matériau de remploi, comment identifier le bon matériau, parce que les diagnostics nous donnent des tendances, on peut en voir d'autres quand on est sur le site, on est là plus longtemps. Comment on le stocke, où on le stocke, comment on le dépose surtout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est tous les points qui ont été évoqués tout à l'heure. C'est vraiment la ligne directrice d'un produit qu'on pourra repalettiser, j'ai envie de dire, et remettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui, on se confronte à deux difficultés. La première, c'est même nos chantiers ne veulent pas du réemploi, parce que c'est du temps. Nous, ce qui nous coûte cher, c'est le temps homme, et c'est du temps homme en plus. Et deuxième chose, c'est nos sous-traitants qui ont des difficultés à accepter le réemploi, parce qu'ils ne savent pas forcément chiffrer une prestation. Et ainsi. Donc aujourd'hui, si c'est mis à disposition aussi avec cette méthodologie, on leur donne des matériaux de remploi qu'on peut mettre en œuvre comme si c'était du neuf, eh bien là, ça s'affranchirait de ce problème d'acceptabilité. Vous avez vu les durs tout à l'heure, il y a eu des difficultés avec ce mot. Je m'y lancerai pas. Très bien, merci Walid. Nicolas, peut-être sur le même thème, vous parliez juste avant de réidentifier le produit. Enfin, du côté, on ne vend pas des dalles grises. Expliquez-nous pourquoi des fiches, des outils comme Spirou peuvent contribuer à réidentifier ces produits. Alors, nous, quand on remet en vente un produit moquette, il y a les bureaux d'études qui mettent des exigences de produits, qui disent, voilà, sur ce produit-là, on veut des taux de réflectuosité, on veut des performances acoustiques, et nous, derrière, très vite, on l'a compris. Et quand on a participé à Spirou, c'est un point sur lequel on a appuyé, parce que c'est la clé de la vente, en fait. Demain, revendre un produit moquette, nous, on arrive à les revendre parce qu'ils sont clairement identifiés. On connaît la marque, on connaît le modèle, on connaît les performances techniques, on connaît tous ces éléments-là. Et donc ça, c'est hyper important pour la remise en œuvre derrière du produit et la certification qui est visée derrière sur le bâtiment, quoi. Et pour rebondir sur ce que disait Walid, il y a aussi toute la sécurisation lors de la dépose. Nous, au début, quand on a commencé, on a fait un peu comme tout le monde sur des palets de bois. On n'avait pas forcément les hauteurs qui étaient respectées. Et on a énormément travaillé sur toute la logistique pour faciliter la dépose du produit,
pour faciliter son transport et surtout le sécuriser quand il arrive chez nous pour pas qu'il soit en mauvais état, parce qu'il y avait énormément de pertes en fait entre la phase d'identification, la phase de dépose et la phase de transport. Donc ça a été un gros travail qu'on a mis en place et qui est repris dans Spirou également. Et à la fin, le client final, si ces critères-là sont respectés, que ce soit du réemploi, du neuf, ça lui va? Alors, nous, on essaie au maximum de se rapprocher du neuf. C'est-à-dire qu'on a une grosse exigence en termes de tri. On ne confond pas réemploi et fin de vie. Ça, c'est hyper important et c'est pour ça que je pense que ça marche pour nous, parce que demain, vous mettez une dalle neuve ou une zone de moquette neuve et une zone de moquette de réemploi, c'est très compliqué à voir laquelle est laquelle. Quoi. Et donc ça, c'est vraiment la marque de fabrique. Je veux dire, nous, on est parti en se disant on va faire de l'excellence et on ne va pas se contenter de prendre juste un produit et de le revendre, parce que derrière il y a des clients. Alors la personne chez qui on le récupère, il est très content parce qu'il dit ah super, ça va faire du réemploi, ça va faire bien sur notre bilan derrière. Mais derrière on a des clients qui rachètent des produits et ces clients-là ont des exigences. C'est un peu comme dans l'automobile, quand une voiture qui a été bien entretenue, bien identifiée, etc. et qui est presque nickel, elle va repartir beaucoup plus vite qu'une voiture qui n'a pas été entretenue. Et c'est la même pratique pour les dalles de moquette aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Marie-Angèle, là encore, lors de la préparation, vous avez un petit peu résumé cette question de l'apport. On m'a dit, pour nous, Spirou, c'est la possibilité d'apporter une première brique. Alors, je vous ai dit que ça devait être une brique de réemploi, évidemment. Mais au-delà de la blague, expliquez-nous un peu cette idée de nouveaux points de départ, peut-être, pour le réemploi à votre échelle. Très bien. Ça va répondre à certaines des questions qui ont été posées. Et en préambule, je dirais que le projet Spirou ajoute deux notions qui me paraissent fondamentales. La première, c'est celle de la massification, et la deuxième, c'est la fiabilisation des pratiques. Et dans cet objectif, la commission C2P, donc la commission prévention produits mise en œuvre, dont le secrétariat est fait par l'agence qualité construction et qui regroupe beaucoup de membres, dont beaucoup présents aujourd'hui, dont les assureurs, il y a les experts construction, FFB, CAPEB, Bentech, il y a le CSTB, etc. Dont la mission est justement une approche sur le risque assurantiel sur la base de la clause des techniques courantes ou non courantes qui figure dans les contrats d'assurance. Et donc, l'année dernière, la commission prévention produits mise en œuvre a décidé la création d'une nouvelle catégorie de recommandations professionnelles de réemploi, justement, qui, une fois acceptée par la C2P, relèverait de la technique courante. Donc, en lien avec Spirou, effectivement, les référentiels ou les guides qui ont aujourd'hui été créés ne répondent pas à ces recommandations professionnelles, mais peuvent constituer une brique pour que, comme cela a été dit, les acteurs se saisissent de ces outils et puissent les faire évoluer vers des recommandations professionnelles de réemploi qui permettent une massification qui soit standardisée d'une certaine manière, reconnue et avec une reconnaissance notamment assurantielle. La massification, elle passe dans les têtes, c'est-à-dire qu'il faut changer un peu le regard sur le réemploi, mais elle passe aussi par des outils très concrets. Elle passe par des outils concrets qui soient en fait connus de tous, qui soient partagés par tous et qui fassent l'unanimité, donc qui peuvent poser des bases de réemploi pour pouvoir le faire de manière sécurisée et de manière unanime, partagée par tous. Parfait. Jérôme, on a parlé de clients, d'usage, de traçabilité, tous ces sujets, évidemment, ils animent aussi vos organismes et ils sont traités via Spirou. Quel est votre regard sur l'apport de Spirou, effectivement, pour nous, c'est vraiment c'est quelque chose d'essentiel. Ça répond un peu à deux objectifs et vous venez d'évoquer le changement de comportement. En fait, dans le changement de comportement, il faut deux choses. Il faut donner un mode d'envie, c'est oui, c'est faisable. Oui, je peux m'emparer du sujet, je peux avoir confiance. Le terme de confiance est important. À la chaîne d'acteurs en fait, qui va se suivre. Voilà. Et le deuxième élément, c'est le mode d'emploi. C'est comment, si je parlais de collecte sélective, comment j'ai un bac en bas de chez moi, comment je vais m'en servir. Et bien là, c'est comment je vais m'emparer des fiches pour faire le parcours produit. Et l'exemple de la voiture est un super exemple. Donc nous, travailler sur ces deux volets, le mode d'envie et le mode d'emploi, pour nous,
je pense que pour chacun des éco-organismes, c'est notre quotidien et c'est ce qu'on a envie de pousser. Alors, pour qui au travers de formation, pour qui, voilà, mais aussi au travers de ce parcours, j'allais dire client, mais en fait, c'est de ce parcours chaîne, quoi. En fait, il y a le client, il y a le donneur d'ordre, il y a celui qui dépose, il y a l'éco-organisme qui va potentiellement soutenir les eurotonnes réemployés, etc., etc. Si je devais le reformuler autrement, avec Spirou, il n'y a plus d'excuses pour ne pas se pencher sur le réemploi. C'est un peu l'idée de la confiance. Ça devient difficile de dire que c'est pas faisable, que voilà. Mais n'empêche qu'il y a un coût d'entrée, il y a un coût d'acquisition. Je pense que l'expérience d'Oracle, voilà, il faut se donner les moyens de suivre ce parcours produit. Et c'est pas simple. C'est pas simple pour tous les produits. C'est pas simple pour tous les conditions. Voilà. Mais il faut y aller. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Oui. Parfait. Eh bien, on vient de parler de maintenant, on va parler de demain. On va faire un peu de futurologie. Comment on pourrait imaginer, à partir de ce projet Spirou et peut-être du mouvement qu'on sent bien dans vos propos, ce qui pourrait se dessiner demain et surtout comment on pourrait aller plus loin. Et qui a une idée pour l'avenir? Nicolas, si vous êtes partant. Alors nous on dessine demain déjà, puisqu'on a lancé plein d'initiatives, et en 2025, on va aller encore plus loin. C'est vraiment la phase industrialisation. Maintenant, je pense qu'on a démontré, en fait, on était dans l'expérimentation, je pense, en 2020, 2021, 2022. Aujourd'hui, on démontre qu'il y a voilà, c'est plus une question, remettre en œuvre une moquette en deuxième vie, bah c'est possible, c'est fait, voilà. On a coché cette case. Maintenant, c'est comment on industrialise, comment on fiabilise les process et comment on capte les gisements. Parce que ça, c'est l'une des clés. Aujourd'hui, nous, on voit il y a énormément d'acteurs qui se multiplient sur le marché, qui captent les gisements, qui ne savent pas vraiment comment les traiter. Et demain, je pense qu'il va falloir vraiment pointer les gisements vers les acteurs qui ont les compétences et qui ont les savoir-faire pour réemployer ces matériaux. Si, là encore, je reformule, en gros, il faut spécialiser un peu les filières, ce serait votre mot d'ordre pour l'avenir? Oui. Nous, on voit au niveau des industriels, on est très proche de tous les industriels comme Interface, Milliken et autres. Eux, ils se sont spécialisés, ils font deux matériaux. Ils ont la moquette, le LVT, voilà. Et si on prend tous les industriels, ils sont vraiment spécialisés dans des domaines. Demain, celui qui fait croire qu'il peut tout réemployer, qu'il a la compétence sur l'ensemble des matériaux, moi, ça me semble très compliqué à être crédible. C'est pour ça que nous, on a fait le choix de la moquette. On ne fait que de la moquette, mais on va aller au bout du process de la moquette, quoi. Donc, dès l'année prochaine, on aura un tunnel de lavage industriel qui va vraiment permettre de pousser le reconditionnement du produit. L'année prochaine, c'est février 2025. Très bien, on viendra voir ça sur site. Marie-Angèle, même question. Vous parliez de massification. Alors, comment on y va vers cette massification? Bon, on a déjà Spirou, c'est très bien, mais comment on massifie ces pratiques? Par des recommandations professionnelles d'un réemploi accepté par la C2P. Il faut dire qu'il y a eu une première déjà qui a été acceptée par la C2P au mois de juillet, sur des éléments structurels en acier. Donc, on parle des recommandations professionnelles qui portent sur des problèmes de solidité ou autre. Donc, c'est tout à fait faisable. Et c'est la manière, de notre point de vue, de massifier de manière fiabilisée et en maîtrisant le process de la dépose, justement, jusqu'à la repose, et bien évidemment avec deux éléments centraux, des facteurs essentiels qui sont la traçabilité d'une part et les protocoles de réqualification d'autre part qui permettront justement de justifier des performances de ces produits. Il faut aussi que les professionnels s'en saisissent. Bien évidemment. Voilà. Et ça, vous avez des signaux faibles tout dans à tous fait, ceux que vous croisez. Bon, déjà, on voit qu'il y a du monde cet après-midi, donc c'est un bon signal. Mais... Et on a bien conscience, et tous les membres de la C2P sont très actifs sur ces sujets. Que ce soit les entreprises, que ce soit le maître d'ouvrage, que ce soit les maîtres d'œuvre, tous les acteurs, les assureurs, les contrôleurs techniques. Toutes les professions. On est à 53 membres, donc ça va être difficile. Bien sûr. Mais en tout cas, il y a une énergie que vous ressentez. Très bien. Une énergie et une synergie. Parfait. Jérôme.
Même question. Demain, qu'est-ce qu'on fait pour Demain, aller plus qu'est-ce loin? qu'on fait? Mais demain commence aujourd'hui, ça c'est important. Moi j'ai entendu sécurisation, massification, industrialisation, et je pense qu'il faut poursuivre cette ambition-là pour que le réemploi devienne une pratique courante, comme vous l'avez dit, sans jeu de mots, avec le vocabulaire professionnel. Moi, je vous engage à aller voir les plans d'action de chacun des éco-organismes pour les challenger, pour voir s'ils correspondent à un certain nombre de vos préoccupations et de les mobiliser. La vocation de ces plans d'action, c'est justement de contribuer à la généralisation, à faire masse de l'ensemble des projets qui sont en œuvre aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à les mobiliser. Il y a forcément une action qui correspond à votre projet. Voilà, et je pense que la concurrence, c'est bien. Mais alors du coup, ça veut dire qu'il y a des ressources, il y a aussi, j'allais dire, des humains qui peuvent accompagner, qui peuvent aider, parce que ça, c'est un point important, c'est-à-dire de ne pas rester sur des choses trop figées. Ah non, mais c'est pas du tout figé. Hein. Non, mais en tout cas, vivante, on va dire. Dans la salle, il y a des représentants des éco-organismes qui sont là, qui portent le sujet du réemploi. Chez Valobat, il y a une équipe aussi qui est prête à accompagner des moyens humains et des moyens financiers et de la méthodo. Parfait. Walid, je sais que vous avez des projets en cours qui utilisent le réemploi. Donc là, c'est aujourd'hui et demain. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ces projets, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui va s'y passer? Effectivement, c'était dur de surenchérir après, parce que tout a été dit, mais on fait du réemploi in situ. Sur des projets, par exemple, on a du réemploi sur des bâtiments neufs, et on a du réemploi sur des bâtiments de rénovation, et il y a du réemploi in situ. C'est vrai que j'ai envie de dire que ce que je vois pour plus tard, c'est que si on fait du réemploi in situ, il y a quand même un panel assez divers de personnes qui vont travailler sur ce réemploi. L'enjeu, c'est aussi la diffusion du message des méthodologies Spirou, enfin de la méthodologie, c'est-à-dire que il y a certains qui, en fonction des projets, des personnes, ça peut être adapté. Peut-être il y a d'autres formats qu'aujourd'hui, parce qu'effectivement, on est dans les débuts, on a peut-être des formats plus adaptés aux personnes de chantier pour appliquer justement ça pourrait être quoi? Ça pourrait être des outils numériques ou ce genre de choses? Je pense que ça serait simplifié, adapté avec les bons formats, ceux qui sont qui sont actuellement utilisés. Peut-être que ce sera aussi la clé pour avoir une diffusion plus importante. Et sur les projets, puisqu'on en parle, est-ce qu'on peut citer des exemples de projets On a le projet breton à Saint-Denis, près du Stade de France, où on a fait 800 000 € de réemploi. C'est 1% du chiffre d'affaires du projet, qui était poussé donc l'objectif était poussé par pleine commune. On a aussi le projet de réhabilitation des bâtiments de Paris Habitat, rue Davout, sur lequel en fait on est parti sur le diagnostic, on a sorti les gisements, on en a trouvé d'autres et on met à disposition en fait ces gisements, ceux qui sont actuellement ceux qui sont déposés de façon soignée. Donc nous aussi on a fait des fiches, mais sur du retour d'expérience. On est content d'avoir un support en plus, mais l'idée c'est ça, on les a déposés, stockés et on les met à disposition pour les entreprises qui sont intéressées. Parfait. Écoute, on arrive à peu près sur le gong de fin de cette conférence. On va peut-être passer aux questions. Alors, je sais qu'il y en a dans la salle, il y en a aussi en ligne. On va commencer dans la salle. Il y en a au moins une ici, une là-bas. On va commencer juste devant moi, là, au 4e rang. Et puis après, le micro marchera jusqu'au fond de la salle. Bonjour, David Sinas d'Odeis. Nous, sur nos territoires, on a pas mal d'initiatives de montage de plateformes. Et ma question, c'est à quelles conditions ces initiatives locales peuvent mettre en œuvre justement ces pratiques sécurisées de réemploi? Alors, qui se lance? Alors là, je vais prendre ma casquette Valobat. Nous, on avait identifié dans notre plan d'action que les plateformes logistiques étaient un outil essentiel, justement. Alors, plateforme logistique vue sous un angle assez large, en fait, parce que Oracle est une plateforme, on pourrait considérer une plateforme logistique, d'autres acteurs, et à cette plateforme peuvent s'additionner de la formation, du reconditionnement de produits, du stockage tout simple. Donc, à la fin de l'année dernière, on avait lancé un appel à manifestation d'intérêt
pour accompagner. On a accompagné 11 plateformes. Et donc, on est en train de réfléchir à un nouvel appel à manifestation d'intérêt sur les plateformes, pour accompagner les plateformes logistiques. Voilà. Et j'en discutais avec Jérémy Almosny de l'ADEME. Il faut qu'on trouve, nous, éco-organismes, casquette au CAB, la possibilité de bien articuler nos aides avec celles de l'ADEME. Parce qu'à deux, et les aides de la région. Parce qu'à 3, on est plus fort. Bien sûr. Toujours. Question au fond de la salle, bonjour. Oui, bonjour, Nassim Derdi de la Société des Grands Projets. Moi, j'avais une question pour Madame Marie-Angèle Sanchez au sujet des règles professionnelles sur le réemploi. Je me demandais s'il y avait de nouvelles règles en fait, qui étaient dans les tuyaux, au-delà des éléments en acier. Et sinon, quelles sont vos préconisations en fait, que vous allez faire aux acteurs, maîtres d'ouvrage, entreprises, etc., pour essayer d'accélérer les choses, parce que nous, en tant que maître d'ouvrage, on est vraiment en souffrance en fait, sur ce sujet. On veut mettre du réemploi sur nos chantiers, mais on est très souvent bloqué, que ce soit par les assureurs, par les entreprises, les maîtres d'œuvre, en disant toujours, voilà, c'est le problème de la technique non courante, en fait, qui vient un petit peu entraver la démarche de réemploi. Merci beaucoup. Bon, pour des questions de confidentialité, je ne peux pas faire part des éléments de la C2P. Je peux vous dire, comme je l'ai dit, qu'il y a déjà une recommandation professionnelle de réemploi acceptée par la C2P et que nous sommes friands de pouvoir accepter des nouvelles et que nous invitons tous les acteurs de la filière à se mobiliser autour. Et quand je parle de tous les acteurs, c'est bien sûr en prenant compte de tous les acteurs de l'acte de construire. Cela paraît essentiel. Et on a ici des éléments, effectivement, pour certains qui peuvent facilement être transformés en recommandations professionnelles. Donc, 6 ans et en fait des recommandations professionnelles. Nous avons un document éventuellement à la disposition des potentiels rédacteurs qui liste les éléments nécessaires pour pouvoir être présentés à la C2P, des critères d'acceptabilité en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous, secrétariat technique de la C2P. Parfait. Est-ce qu'on a encore une question dans la salle? Sinon, après, on passera aux questions Internet. Oui, non. La salle, une question. Eh bien, on passe du côté du live avec Anouchka. On a une première question. Pour capter plus de flux vers le réemploi, certaines exigences techniques en vigueur peuvent-elles être assouplies sur certains produits? Si oui, lesquels? Si elles ne remettent pas en cause la sécurité? Alors, c'est précis. Eh oui. Qui s'y colle? Jérôme, non? A priori, non. Les règles sont faites pour être des règles. Les règles sont des règles. Les fiches techniques sont là justement pour accompagner la démarche et faire ce parcours de sécurisation. Je crois que c'est vraiment le maître mot. C'est créer de la confiance tout du long de la chaîne, depuis comment le produit, quel est le produit, comment il a vécu dans le bâtiment, comment il est déposé, comment il est décommissionné, enfin, etc., etc. Et c'est toute la chaîne, voilà. Et je pense qu'ici, toute la chaîne est au rendez-vous de la fiche, au rendez-vous des exigences. Il n'y a plus de problème. Oui, c'est peut-être pas le moment de faire des exceptions. Autant suivre le cadre qu'on se fixe. Et effectivement, il y a l'aspect économique qui est essentiel dans le cadre du réemploi si on souhaite qu'il évolue. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans le guide à l'attention des centres de reconditionnement ou pour le développement des centres de reconditionnement, c'est de se poser les bonnes questions en termes de gisement et de se poser la bonne question si c'est la bonne famille de produits, si effectivement il y a une issue pour cette famille de produits. Et une fois qu'on a répondu positivement à cette question, il faudra en effet de toute manière justifier l'aptitude à l'emploi de toute manière de l'élément de réemploi parce que la loi Spinetta est ce qu'elle est et que c'est la même qu'il s'agisse d'un produit neuf, d'un produit de recyclage ou d'un produit de réemploi. Mais effectivement, en se posant les bonnes questions, en créant une confiance, en créant un consensus sur les exigences minimales, effectivement, je pense qu'on arrivera à avancer et à développer et à massifier le réemploi. Parfait. Deuxième question.
Au vu des enseignements du projet Spirou, quelle place y a-t-il pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans la chaîne des acteurs autour du réemploi? Oui, allez-y, pardon. Alors, je pense qu'ils ont une place, mais qui doit être forte, parce que nous, par exemple, sur notre process de reconditionnement, on fait appel à une entreprise de l'ESS, EBS Espérance, et on travaille avec eux, mais on ne leur confie pas la responsabilité de la revente du produit, de la commercialisation, parce que ça, ce serait trop compliqué pour eux pour aller sur ces sujets-là. Par contre, on les encadre sur tout le process de reconditionnement en amont. Et aujourd'hui, on voit, il y a des vraies compétences qui sont développées, sont des personnes qui vont être essentielles et clés pour faire ce type de reconditionnement. Et pour moi, ils ont pleinement leur place dans cette chaîne de réemploi derrière, quoi. Donc le réemploi, c'est de l'emploi tout court aussi. C'est de l'emploi tout court. Et ça permet, nous, on a eu l'expérience très concrète où on a redonné, on a quelqu'un qui a eu 2 ans là, sur un parcours d'insertion professionnelle, donc par le biais de EBS Espérance. Et à la fin, il a été embauché chez nous parce qu'il avait développé des vraies compétences durant ces 2 années, quoi. Parfait, parfait. Oui, parfaitement d'accord là-dessus. Tous les acteurs ont leur place. Et par exemple, nous, nos plans d'action ne font pas de distinction, sauf des choses très précises. Mais nous, on souhaite travailler avec tout le monde. Parfait. Autre question, peut-être en distanciel. Oui. Plus à l'attention de l'entreprise GCC, les retours d'expérience mentionnés par GCC sont-elles accessibles au public? Alors oui, on a fait une présentation, de ce qu'on a pu faire au CIPCA, vu que c'est du remploi sur du neuf, c'est assez... Il y a peu de retours d'expérience là-dessus, parce qu'il y a le problème de l'acceptabilité du client final. Alors là, pour le coup, on a fait une restitution au salon du CIPCA qui peut être qui est disponible. Le lien marche. Le lien marche, il faudra qu'on le fasse, mais il marchera. Et effectivement, oui, les retours d'expérience sont proposés souvent lors des événements. C'est vrai que nous, on n'a pas vocation à faire de la communication là-dessus, mais c'est disponible. C'est disponible et déjà synthétisé sur au moins un projet de neuf sur lequel on fait du remploi et un projet de réa sur lequel on est en train de terminer le sujet de réemployer les matériaux. C'est bon, Anouchka, merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question dans la salle? Oui, non, sinon on clôt une dernière, ici, qui a surgi juste avant le gong de fin. On vous écoute, bonjour. Bonjour, alors c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais j'aimerais comprendre, c'est une question pour Marie-Angèle. Si on prend pour exemple les 10 familles de produits là, pour lesquels on va avoir des guides méthodologiques, quels seraient les avantages de la publication de recommandations professionnelles, par exemple pour ces 10 familles de produits? Voilà. Merci. Aujourd'hui, pour les 10 familles de produits, le réemploi relève de la technique non courante. C'est-à-dire que pour chaque constructeur, il doit contacter son assureur qui mènera une étude des risques et qui évaluera s'il y a des conditions spécifiques au contrat, l'application d'une surprime, etc. Donc il va y avoir des approches des risques qui vont être très différentes en fonction de la technique courante ou de la technique non courante. En étant en technique courante, il y a une reconnaissance du fait qu'il y a un risque courant, en quelque sorte, un risque normal si on applique le texte, ce qui n'est pas le cas de la technique courante qui peut avoir des risques aggravés. Parfait. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour vous? Merci beaucoup. Et écoutez, je crois qu'on va terminer cette première table ronde sur cette dernière intervention. Merci à tous les 4 pour vos témoignages et expertises. Évidemment, pour ceux qui sont avec nous à Paris, on vous retrouve lors du cocktail pour prolonger la discussion. Et puis, je vous laisse passer le relais aux invités de la deuxième table ronde qui vont nous rejoindre. Bravo.